Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser LinkedIn pour être reconnu comme expert. Pour nous parler de ce sujet, nous avons invité Bruno Friedlanski. Il accompagne les professionnels sur la maîtrise de leur profil LinkedIn. Il intervient comme conférencier et formateur et il a écrit le livre Maîtriser LinkedIn. À la fin de la présentation, un temps sera dédié à vos questions. Vous pouvez nous les envoyer directement via le chat et je les poserai à notre invité. Vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne sur le site de Technique de l'ingénieur dès la semaine prochaine. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis Conférences en ligne. Je vous laisse maintenant en compagnie de Bruno. Bonjour à tous. Alors, je vois que nous sommes 188, 189, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, je vais attendre un petit peu. Alors, c'est un peu frustrant pour moi d'être le seul à parler, de ne pas vous voir, de ne pas vous entendre. Euh, Au moins, il y a le chat. Vous pouvez déjà, ne serait-ce que dire bonjour, pour être sûr que ce ne sont pas des robots qui se connectent, que je vais parler à des humains, parce qu'on va parler beaucoup d'humains. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, effectivement, pourquoi je suis là? Parce que j'ai une certaine maîtrise de LinkedIn dans la mesure où j'essaye de comprendre comment ce réseau fonctionne et j'ai compilé cette compréhension dans un livre qu'on est à sa 3e édition et avec un axe très humain. C'est ce que vous allez voir lors de cette présentation. Je suis pas pour les paillettes, je suis pas pour tout ce qui est artifice, recettes magiques sur LinkedIn. Je suis pas un fanat de l'automatisation dans la prise de contact. Vous allez le voir, je suis vraiment centré dans la réalité de notre job de chacun, ingénieur, logisticien, marketeur, commercial, communicant. Et l'idée pour moi, c'est de voir comment cet outil nous permet de nouer des relations humaines professionnelles. Alors, je vais essayer de scinder ça pour cette présentation qui devrait durer 3/4 d'heure sur 10 clés principales, d'où mon visuel sur les fameuses clés. Et la question que je pourrais vous poser, mais j'aurais voulu le faire de façon interactive, mais je pense que la majorité de vous ont en tête, quand on parle des clés pour maîtriser un réseau, pour maîtriser un outil, pour maîtriser une technique, c'est d'avoir des clés qui ouvrent des serrures qui vont peut-être un peu trop enfoncer des portes ouvertes, je vais dire. Parce que moi, les clés auxquelles je pense et les clés auxquelles il faut que vous pensiez avec LinkedIn, c'est plutôt des clés de mécano. C'est plutôt des clés où vous allez avoir à bricoler parce que LinkedIn, c'est pas une recette magique, c'est pas un outil magique, c'est pas un réseau social magique. Faut bosser, faut construire, faut bricoler. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est les clés qui vont vous permettre de bien maîtriser votre profil LinkedIn, mais derrière, il y a du boulot. La première chose que vous devez avoir en tête à travers votre profil LinkedIn, si vous en avez tous un là aujourd'hui, c'est que vous vous êtes créé une carte d'identité professionnelle digitale qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui bosse pour vous quand vous dormez. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler, vous êtes en train de m'écouter. Il y a peut-être des gens qui sont en train d'aller sur nos profils LinkedIn. Alors, c'est des gens qui y vont parce qu'ils préparent un rendez-vous. Donc, ils vont faire connaissance avec nous en amont du rendez-vous. Et donc, si j'ai votre nom, votre prénom, si vous avez mon nom, mon prénom, et peut-être que certains de vous l'ont fait, et vous avez été sur mon profil LinkedIn, on ne se connaît pas, eh bien, vous avez un a priori sur moi. Vous avez un a priori qui est fait par ma carte d'identité professionnelle digitale. En fait, mon double numérique. Mais quand je dis un double numérique, c'est pas une notion d'avatar, c'est vous. C'est réellement vous qui devez avoir la maîtrise de cette carte d'identité professionnelle digitale. Peut-être que pendant qu'on est en train de se parler, alors en visio, on va pouvoir refaire des rendez-vous physiques également, faire des événements physiques, des conférences physiques. Vous allez peut-être aussi aller sur le profil et donc essayer de voir s'il y a une adéquation entre ce que je dis, la façon dont je me comporte et puis mon profil. Et puis, on va aussi aller sur un profil LinkedIn après un rendez-vous physique. Donc, on s'est rencontré dans la vraie vie, que ce soit en visio ou en réel, peu importe, on s'est rencontré dans la vraie vie. Et puis, on va aller prolonger la conversation, prolonger la relation sur LinkedIn et surtout essayer de développer cette confiance. Donc, ce double numérique, cette carte d'identité professionnelle digitale
il est fondamental de la maîtriser parce qu'elle nous sert avant un rendez-vous, pendant un rendez-vous, après un rendez-vous. Et souvent, c'est la carte qui fait le dernier contact. Quand on va se quitter tout à l'heure, vous allez sur mon profil, c'est mon profil qui prend le relais. Et donc, pour ça, il va falloir que mon profil me serve. Et pour qu'il me serve, il faut se baser sur des piliers, ce que moi j'appelle des piliers, qui sont en ligne et hors ligne, de manière à les lier. Il n'y a pas de hors ligne et en ligne, il n'y a pas de on-off, il n'y a pas une vie virtuelle et une vie réelle. Pour moi, on est d'accord, on se place dans une dimension B2B, dans une dimension professionnelle. Euh, on est obligé d'être en totale cohérence entre qui on est dans la vraie vie, le comportement qu'on peut avoir dans la vraie vie et le comportement qu'on va avoir en ligne sur LinkedIn. Alors, c'est vrai sur LinkedIn, c'est vrai sur n'importe quel réseau social, à partir du moment où vous utilisez ces réseaux, ces supports, pour être dans une dimension de relation professionnelle plutôt B2B, j'ai envie de dire. Donc, premier pilier, la cohérence. Vous devez avoir une cohérence totale entre ce que vous dites en ligne, le comportement que vous avez dans la vraie vie. En fait, on va parler de réputation. Je dis bien réputation, pas irréputation. Notre réputation de professionnel. Et comme dans la vraie vie que l'on pouvait avoir avant, hein, la réputation que vous avez en tant que professionnel, en ligne, hors ligne. Et en fait, ça va faire quoi? Ce profil LinkedIn, cette carte d'identité professionnelle digitale va vous permettre de créer cette confiance qui est le ciment nécessaire et indispensable à toute relation humaine professionnelle. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation humaine professionnelle pour développer du business. Ce que j'appelle développer du business, c'est faire notre job quotidien. Encore une fois, ingénieur, logicien, marketeur, commercial. Donc pour vous, c'est essentiellement dans la mesure où vous êtes tous des ingénieurs, c'est cette notion de confiance dans le fait que vous puissiez mener à bien les projets qu'on va vous confier. Et puis j'ai une petite brique supplémentaire qui est plutôt l'exemplarité, qui va s'adresser essentiellement à toute la dimension management, direction générale, CODIR, c'est-à-dire qu'ils ont un devoir d'exemplarité dans le comportement et l'usage qu'ils peuvent avoir des réseaux sociaux, surtout s'ils veulent que leurs collaborateurs utilisent ce réseau. Alors c'est encore plus vrai quand on accompagne des commerciaux. Les directions commerciales, les directions générales veulent que les commerciaux utilisent LinkedIn, mais eux ne l'utilisent pas. Or, LinkedIn appartient à l'individu. LinkedIn vous appartient, il n'appartient pas à l'entreprise, il n'appartient pas à l'entité dans laquelle vous travaillez. C'est un outil qui est individuel. J'allais dire personnel, mais au sens individuel. Alors, ces trois piliers, ensuite, ils débouchent pour bien maîtriser LinkedIn sur, j'ai envie de dire, trois axes, trois composantes qui sont fondamentales, qui travaillent ensemble, le profil, le réseau, le contenu. Et ce qu'il faut, c'est que vous ayez toujours en tête, quel que soit ce qui se passe dans votre vie professionnelle, quoi qu'il se passe sur LinkedIn par rapport à ce que vous faites sur LinkedIn à travers votre profil, votre compte, en fait, c'est d'avoir en tête ce phare constamment, profil, réseau, contenu. C'est un triptyque qui sera toujours analysé, par l'algorithme, et en fait, quelque part, c'est le même triptyque que dans la vraie vie, c'est-à-dire que le profil, c'est nous, le réseau, c'est les gens avec qui on est en conversation, et la conversation, c'est via les contenus. Alors, on va détailler ces trois éléments. Le premier, c'est un profil cohérent. C'est quoi un profil cohérent? C'est là où j'ai 10 points à partager avec vous. Un profil cohérent, c'est un profil qui va être renseigné complètement. N'oubliez pas que ce profil peut faire l'a priori que l'on a sur vous avant qu'on vous rencontre dans la vraie vie. Donc, vous avez des rubriques à renseigner et il faut profiter des fonctionnalités et des rubriques pour pouvoir vous présenter sous la meilleure forme, je dirais la meilleure approche pour moi, c'est de considérer que la personne qui vient sur votre profil ne vous connaît pas, ne connaît pas votre métier, ne connaît pas votre secteur d'activité, et pourtant, vous êtes en train de lui parler à travers votre profil. Et donc, il faut utiliser des mots simples, il faut que les bons messages soient passés, et le message principal à travers LinkedIn, c'est de vous identifier sur une certaine expertise, mais surtout, c'est de donner envie de prolonger la relation avec vous. C'est de se connecter avec vous, c'est de vous suivre, c'est de vous appeler, et donc c'est une initiation à la relation. Donc, vous avez en haut une bannière à avoir qui est une image où vous pouvez mettre du texte, une image et du texte ou que du texte. Là, dans mon cas, aujourd'hui, j'ai changé, j'ai mis un fond un peu différent, mais vous avez une bannière
Donc, c'est le 1 qui est un message de communication et c'est quelque chose qu'on voit tout de suite quand on vient sur votre profil. Évidemment, une photo de profil professionnel, mais ça, vous avez énormément de contenu disponible sur Internet pour avoir une bonne photo de profil. Vous avez votre accroche à travailler par défaut, c'est votre poste. Il est intéressant de travailler une accroche, une sorte de promesse, parce que c'est un élément qui sera toujours visible, quel que soit l'endroit où on est sur LinkedIn, quel que soit là où vous allez pouvoir prendre la parole, votre photo, votre nom, votre prénom et cette accroche seront toujours visibles. Donc, c'est indispensable de la travailler. Vous avez ce qui s'appelle le résumé. Alors, aujourd'hui, ça s'appelle les infos. C'est là où vous devez vous présenter comme humain, comme personne humaine. C'est vous, vos valeurs, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, pourquoi vous êtes ingénieur dans la branche dans laquelle vous êtes. Vous avez une nouvelle rubrique à activer qui est notre sélection. C'est la ligne édito de votre prise de parole. C'est là où vous allez pouvoir mettre en avant certains messages, certains visuels qui seront visibles directement sur votre profil. Ensuite, il y a un pavé qui s'appelle activité, qui en fait reprend toutes vos interactions, toutes vos publications, qui vont permettre de donner des aperçus de votre expertise, ce que vous apportez à vos clients, et ça prend les tout derniers. C'est encore cette notion de ligne édito. Et vous voyez que j'ai un pointillé en bas, en fait, c'est ce que j'appelle une ligne de flottaison. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui est en premier visible. Et vous voyez que si vous avez en idée de dire LinkedIn, c'est mon CV en ligne, le CV, c'est vos expériences, c'est pas ce qui est mis en avant. Parce que les expériences, elles sont en dessous de la ligne de flottaison. Dans la façon dont on a de scanner, de prendre connaissance d'un profil, ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui est en amont, c'est ce qui est mis en haut de la ligne de flottaison. La partie expérience avec votre entreprise, vos missions, vos responsabilités se trouve en dessous. C'est toute la partie expérience que vous devez détailler. Il est important de détailler vos responsabilités, vos réalisations, vos missions, en respectant tout ce qui est déontologie et confidentialité. On est bien d'accord. Ensuite, vous allez avoir votre formation, l'école ou les écoles, les diplômes que vous avez. Derrière, tout en bas, on a ce qui est les compétences que moi, j'apprécie pas trop parce que n'importe qui peut vous mettre n'importe quelle compétence, donc je trouve pas ça très pertinent. Et les recommandations que vous allez pouvoir faire et que vous allez pouvoir recevoir. Donc ça, c'est la première partie de ce triptyque, le profil. Je vous ai parlé de ligne éditoriale. À partir du moment où vous allez prendre la parole, vous allez devenir un média. LinkedIn en lui-même est un média puisqu'il y a du contenu que l'on peut consommer. Mais si vous prenez la parole, et d'ailleurs, si vous voulez vraiment bénéficier d'une présence active et qui soit rentable sur LinkedIn, il faut prendre la parole. C'est-à-dire que si vous ne mettez que votre profil et que vous vous arrêtez au premier élément du triptyque, j'ai envie de dire, vous utilisez 5-10% de la puissance du réseau. Si vous voulez être à 100% de l'utilisation de la puissance du réseau, il faut prendre la parole. Alors, prendre la parole, ça veut dire aussi bien publier que commenter, que interagir sur les contenus des autres. Et à partir de ce moment-là, vous devez définir votre ligne éditoriale. C'est-à-dire que vous avez des objectifs professionnels, alors court terme, moyen terme, long terme, des objectifs professionnels qui vont vous permettre de définir les sujets que vous avez à traiter, sujets qui vous permettent d'atteindre vos objectifs professionnels. À partir de ce moment-là, ces sujets, vous allez les structurer et vous allez définir votre ligne éditoriale. Alors, les pourcentages qui sont là n'ont absolument rien de scientifique, je m'en excuse. Il n'y a aucune méthodologie derrière. Il y a une décision tout à fait arbitraire de mon petit cerveau par rapport à l'expérience et au mode de fonctionnement de LinkedIn. Donc, il y a derrière, on va le voir, un algorithme qui décide de qui voit quoi. Et je vais vous présenter dans la suite comment il fonctionne. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que quand vous prenez la parole à chaque fois, vous, sur LinkedIn, vous avez votre image globale de qui vous êtes. Le problème, c'est que votre audience, votre réseau, n'en voit qu'une petite partie en fonction des décisions de l'algorithme. Donc, si vous voulez être clairement identifié sur votre expertise pour qu'on vous appelle, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels, objectif professionnel, c'est aussi bien évoluer dans une entreprise, faire son job, changer de job, être influent pour pouvoir être appelé à participer à d'autres projets, être appelé comme être speaker sur une table ronde pour des conférences, participer, être speaker même unique direct, c'est participer à un livre blanc. Enfin, je veux dire, des objectifs professionnels, il y en a plein et on a chacun les nôtres. Apprendre des nouvelles techniques, apprendre des nouveaux secteurs d'activité font partie des objectifs professionnels. Donc, pour les atteindre, je traite des sujets.
et je veux être identifié sur mon expertise métier, mon expertise sectorielle, mon expertise produit, mon expertise marché. Et donc, je dois avoir 60% de ma prise de parole qui me permet de m'exprimer sur ce sujet de mon expertise. 20%, c'est l'expertise de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que l'on veut quand on se connecte avec vis-à-vis de membres sur LinkedIn, c'est toucher d'autres personnes. C'est pas avoir des gens qui sont des porte-pancartes de leur entreprise. C'est pas avoir un discours marketing, commercial, entre guillemets, bullshit de l'entreprise. C'est d'avoir de la valeur qui leur permette à eux de mieux faire leur job tous les jours. Donc, c'est votre expertise qui les intéresse. Et bien sûr, votre expertise, vous allez l'exprimer au sein d'une entreprise. Vous allez pouvoir vous appuyer sur l'entreprise. Mais c'est pas elle qui doit venir en premier, parce que ce qui intéresse vos interlocuteurs, c'est vous et pas votre entreprise. Et votre entreprise vient de toute façon toujours, mais en second point. Il y a en revanche 20% de votre prise de parole, vous pouvez aller mettre un peu plus l'expertise de l'entreprise en avant sur son secteur, sur ses produits, sur son offre, sur son marché, avec des études de cas, par exemple, ou des interviews de clients. Ensuite, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Vous pouvez avoir, j'ai envie de dire, votre personnalité qui va s'exprimer. Alors, elle s'exprime à chaque fois que vous prenez la parole. Mais il y a des sujets que vous pouvez traiter qui sont liés à votre personnalité et qui ne sont pas liés directement à votre, j'ai envie de dire, à votre expertise, vos objectifs professionnels. Je vous donne juste rapidement un exemple avec moi. Moi, je forme et j'accompagne des entreprises à maîtriser LinkedIn. Ça, c'est ce qui me fait vivre, entre guillemets. J'ai un sujet majeur qui me préoccupe, moi, c'est la pollution digitale de mon métier. Dedans, j'intègre toutes les composantes pour faire des ordinateurs, des téléphones, faire de la visio, etc. Ça pollue la planète et on n'a plus les moyens de polluer gratuitement. C'est un vrai sujet. Je prends la parole dessus, mais je ne peux pas prendre la parole trop au-delà, j'ai envie de dire, de 15%. Pourquoi? Parce que sans ça, je vais être identifié comme étant quelqu'un capable d'aller mettre en place des méthodologies ou des process ou d'aider des entreprises à diminuer leur empreinte carbone. J'ai aucune prestation dessus. Je ne sais pas faire, c'est pas mon job. Donc le sujet m'intéresse, c'est ma personnalité, mais je ne dois pas trop en parler, sinon je me retrouve identifié sur une expertise qui n'est pas la vraie, celle qui me fait vivre. Voilà ce que j'appelle votre personnalité avec des sujets que vous pouvez traiter qui sont moins cœur business. Tout ça n'est pas pour vous frustrer, c'est juste que derrière, il y a ce fameux algorithme qui décide de qui voit quoi, et donc on doit le comprendre pour mettre cet outil à notre service et pas le subir. Et puis les 5% pour le petit plus sans excès, c'est la pointe d'humour, c'est ce que vous voulez, une belle image, en essayant d'éviter quand même les photos de chats, parce que les chats, c'est bon, on en a assez vu sur les... Votre ligne éditoriale, qui est votre prise de parole à travers votre profil. Et donc, à qui vous parlez? À votre réseau. Et votre réseau, vous pouvez entrer en relation avec des membres de LinkedIn, soit en se vous connectant, donc le bouton se connecter qui vous permet d'être lié directement à la personne, soit simplement en les suivant, en décidant de vous abonner à leur contenu. Alors rapidement, je vous montre les deux grosses différences parce qu'elles sont quand même fondamentales. Quand vous vous connectez, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un petit 1 à côté du nom de la personne, c'est que vous êtes connecté avec elle, vous lui avez fait une demande, elle l'a acceptée, ou vous avez reçu une demande, elle est acceptée. À partir de ce moment-là, ça implique quoi? Ça implique que vous avez accès à ces données personnelles, il a accès aux vôtres. Votre adresse email, votre téléphone, votre adresse postale. Si vous les avez renseignées, alors l'adresse email, vous l'avez automatiquement renseignée. Mais surtout, si vous les avez laissées visibles. Et ça, il y a des paramètres de sécurité où vous pouvez masquer vos données personnelles. Deuxièmement, votre carnet d'adresse. Si vous pouvez ouvrir ou fermer votre carnet d'adresse. Lorsque vous êtes connecté, si vous avez ouvert votre carnet d'adresse, votre interlocuteur a accès à tous vos contacts, aussi bien ceux avec qui il est déjà connecté que tous ceux avec qui il n'est pas connecté. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Il n'y a pas de bon paramétrage. Il n'y a pas de bonne décision. Il y a celle qui vous convient, il y a celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Vous pouvez être un connecteur en laissant votre carnet ouvert, mais l'autre, il peut aussi vous piller votre carnet. Donc, et puis, un contact sur LinkedIn, c'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on joue au golf tous les week-ends ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a échangé une carte de visite lors d'un événement, puis après, on ne s'est plus jamais parlé, on ne s'est plus adresser la parole. Donc, la proximité que vous avez avec chaque membre de votre réseau, vous la maîtrisez, mais pas votre interlocuteur. Et donc, il peut très bien décider et interpréter votre proximité avec des concurrents, par exemple, ou avec un écosystème qui pourrait ne pas leur convenir. Donc, il faut bien avoir en tête que cette notion de carnet d'adresse, vous pouvez le fermer ou l'ouvrir, et s'il est ouvert, les gens ont accès à vos contacts.
L'avantage d'être connecté, c'est que vous pouvez engager une communication en privé par le chat. Ça, vous ne pouvez pas en dehors, sauf si les gens ont activé le fait que n'importe qui puisse leur parler. Fonctionnalité d'ailleurs que j'ai activée. Sinon, vous avez la capacité, vous êtes connecté, de rentrer dans une conversation par chat, par messagerie privée, sans payer, parce que sinon, vous avez effectivement l'outil LinkedIn, ce qu'ils appellent les emails, qui sont payants, et vous recevez peut-être des emails, mais les gens payent pour pouvoir vous parler quand vous n'êtes pas connecté avec eux. Et puis, il y a une réciprocité également dans les interactions et les contenus. À partir du moment où on est connecté, vous êtes abonné à toute son activité, des publications, des commentaires, des likes, et lui, en retour, est abonné au vôtre. Donc ça, c'est se connecter. Le bouton suivre, en fait, il est uniquement sur les interactions et contenus, et en fait, il n'y a pas de réciprocité. Si vous commencez et vous venez sur mon profil et vous avez le bouton suivre en premier, vous mettez à me suivre, en fait, c'est vous qui vous abonnez à mes interactions. Point, barre, final. Je ne suis pas abonné à vos interactions, je ne suis pas abonné à vos contenus, et on ne peut ni se parler en privé, on n'a pas accès au carnet d'adresse l'un de l'autre, et on n'a pas accès aux données personnelles l'un de l'autre. Donc, mon triptyque profil, contenu, réseau, je viens de vous le détailler. L'idée à travers ça, c'est d'avoir une vision des marchés qui sont des conversations. C'est la première thèse du Cochrane Manifesto. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelque chose qui, moi, a été écrit en 99 et qui, moi, me suit depuis 99. Les marchés sont des conversations. En fait, les relations humaines, et encore plus les relations humaines professionnelles, sont des conversations. LinkedIn est un outil de conversation. Il faut le voir comme un outil qui nous permet de nous connecter avec d'autres humains pour engager une conversation business, c'est-à-dire qui va nous servir dans notre quotidien pour développer notre activité, pour développer notre carrière, pour développer notre job. Malheureusement, ces conversations, elles sont un peu bridées. Pourquoi? Parce que le vrai boss sur LinkedIn, c'est pas Bruce Springsteen, non, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme qui décide tout. Alors, je vais vous présenter rapidement comment il fonctionne. L'algorithme, à chaque fois que vous allez prendre la parole, c'est-à-dire que vous allez faire une publication, va déclencher des actions qui sont quasiment toujours les mêmes. Il va prendre une petite partie de votre audience, alors que vous ayez 100 contacts, 1000 contacts, 15 000 contacts, peu importe, il prend une petite partie de votre audience de façon aléatoire et structurée, c'est-à-dire qu'il va se baser sur les interactions passées, il va se baser sur les nouvelles personnes que vous venez avec qui vous venez de vous connecter ou que vous venez de suivre. Il va se baser aussi sur peut-être les mots-clés, les hashtags que vous pouvez suivre. Toujours est-il qu'il prend une petite partie de votre audience et il va afficher dans leur flux d'activité votre publication. C'est une impression, c'est comme de la pub, en fait, il imprime dans le fil d'actualité, la fameuse timeline, votre contenu, et puis il va attendre de voir. Il va attendre de voir si le triptyque profil, à travers vos contenus, c'est-à-dire votre prise de parole, intéresse votre réseau. Et le seul moyen qu'il a de le mesurer, c'est l'interaction. Et donc, s'il y a des interactions, c'est-à-dire des commentaires ou des likes, LinkedIn comprend qu'il y a une adéquation entre le triptyque profil, contenu, réseau. Et donc, il comprend que vous êtes pertinent à travers votre prise de parole vis-à-vis de votre réseau. Et donc, il va se passer deux choses. La première, c'est qu'il va augmenter le nombre de personnes de votre réseau qui va voir le contenu. Et puis, il va reproduire ce schéma auprès du réseau des personnes qui ont interagi sur votre contenu, le réseau de votre réseau, c'est-à-dire qu'on passe au niveau 2, des personnes avec qui, statistiquement, vous n'êtes pas en contact. Et puis, il va continuer à observer. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce qu'il ne se passe plus rien? Est-ce que vous continuez cette courbe de pertinence ou pas? S'il ne se passe rien, ça s'arrête, vous n'avez plus de visibilité. S'il continue à y avoir des interactions, eh bien, LinkedIn va augmenter toujours la visibilité et va continuer à propager quelque part la visibilité de votre contenu. C'est-à-dire que c'est l'engagement qui crée la visibilité. C'est le fait que les membres lisent votre contenu, le commentent, le like, qu'il va multiplier la visibilité de votre contenu. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Et c'est cet algorithme qui décide de qui voit quoi à chaque fois. Sachant qu'il vient de changer,
et que ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire la visibilité des publications, a largement baissé. Mais ce n'est pas un bon critère, on pourra en reparler après. Le bon critère, ce n'est pas le nombre de vues. Le bon critère, c'est le nombre de conversations initiées. Et c'est le nombre une conversation, c'est des commentaires, c'est pas des likes. J'introduis la suite de la présentation. Vous avez plusieurs capacités formats de publication que vous pouvez publier sur LinkedIn, donc des images avec du texte, que du texte, des vidéos intégrées dans LinkedIn, des vidéos que vous allez mettre sur YouTube avec un lien, des documents au format PDF. Vous avez une multitude, je dirais, de publications. Alors, on a vu que non seulement LinkedIn décide de qui voit quoi, mais en plus, il va décider de l'importance qu'il va donner à votre contenu en fonction du format. Alors là, vous avez une échelle de chaleur, de très froid à très chaud, c'est-à-dire, j'ai repris un peu la signalétique de nos feux de signalisation. Hein. Feu rouge, je vais ralentir, je vais pas les stopper. En fait, c'est vrai que feu rouge, c'est stop. Non, là, c'est pas stop, c'est que je donne moins d'importance à ce qui est en rouge, je donne plus d'importance à ce qui est en vert. Quand je dis je, c'est l'algorithme. Et donc, notre référent, la plupart du temps, quand on essaye d'analyser les différents types de contenus, c'est plutôt le texte et l'image. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. C'est la moyenne. C'est notre référence, c'est notre base 100 de réflexion pour savoir si les autres formats sont privilégiés ou ne pas privilégiés. Donc, je vais commencer par ce qui est négatif, texte plus lien. Paradoxalement, un texte et un lien, c'est pas ce que LinkedIn préfère. Alors, il y a une petite flèche vers le haut parce que le changement récent d'algorithme semble montrer qu'il sanctionne un petit peu moins les publications qui possèdent un lien vers l'extérieur. Un lien vers l'extérieur, pourquoi? Parce que vous mettez un article qui est paru sur un média et vous le partagez, c'est un lien qui fait sortir de LinkedIn. C'est un lien qui vous envoie sur un autre média pour consommer le contenu. Et ça, LinkedIn, mais comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, ne l'apprécie pas forcément. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire vous garder captif au sein du réseau. Donc le texte et lien, c'est pas forcément le meilleur format, mais il commence à être moins sanctionné. Texte plus une vidéo YouTube. Alors même si la vidéo, vous pouvez la regarder au sein même de YouTube, YouTube c'est Google, LinkedIn c'est Microsoft, c'est pas forcément les meilleurs amis du monde, même s'ils sont dans le même acronyme GAFAM. Cependant, la visibilité d'une vidéo est pas tip top. Juste au-dessus, en fait, vous avez ce qu'on appelle vidéo native, c'est-à-dire que c'est une vidéo qu'on va télécharger et mettre directement sur LinkedIn. Alors ça, au départ, c'était hyper bien mis en valeur, c'était hyper bien proposé aux membres quand vous en faisiez une. Ça allait beaucoup moins, d'où la flèche vers le bas, d'où cette image vidéo native, enfin la bulle vidéo native qui passe du vert au rouge. C'est récent, mais les vidéos natives ont largement perdu en visibilité. Ce qui marche très très bien, c'est le texte seul. Alors ça peut paraître paradoxal, mais le texte seul, ça marche très bien. Quand je dis texte seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de lien et il n'y a pas de document. C'est un très bon format qui en plus engage assez bien l'audience puisqu'elle a tout consommé quand vous mettez que du texte. Ce que je veux dire par elle a tout consommé, elle a pris connaissance de ce que vous aviez à dire et elle peut s'engager dans la conversation. Et c'est vrai que si on réfléchit bien, quand on met un texte avec un lien, il y a peu de gens qui cliquent sur le lien pour aller lire le contenu. Et donc, si vous n'avez pas lu le contenu, vous ne pouvez pas venir discuter d'un sujet dont vous n'avez pas pris connaissance. Et donc, c'est moins propice à la conversation. Donc, texte seul, c'est un très bon format. Et vous avez tout à droite texte plus document. Donc, document, c'est un format PDF. Vous pouvez mettre des formats type PDF, Word, comme celui que vous avez sur la gauche, ou ce qu'on appelle des carousels. Vous avez peut-être entendu parler de carousels avec des fonds de couleurs et très peu de texte, comme celui que je vous ai mis à droite. C'est ni plus ni moins qu'un format PDF. La fonctionnalité carousel n'existe pas sur LinkedIn. C'est un PDF au format carré avec des fonds de couleurs qui ont été mis. Et donc, l'algorithme de LinkedIn décide de qui voit quoi et décide de l'importance qu'il va le donner à différents formats. Maintenant, pour vous, au-delà de la publication que vous pouvez faire sur vos sujets, il y a également la conversation que vous allez pouvoir commencer à faire avec votre audience. La conversation, c'est donc une interaction. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est l'importance d'arrêter de liker, de ne plus partager et de vous concentrer sur le commentaire. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est que quelle que soit l'action que vous allez faire, un j'aime, un commentaire ou un partage, vis-à-vis d'une publication,
vous allez la diffuser exactement de la même façon auprès de votre audience. Donc, ce que vous avez à l'écran à gauche, c'est une publication qui est tronquée avec les 3 petits points, voire plus. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris quand je la passe sur l'écran dans le partage. J'ai pas l'impression. Donc, vous avez le petit voire plus et à droite, vous avez la publication ouverte. Et ce que je vous montre maintenant, c'est la publication telle qu'elle se présente dans un flux d'actualité quand on fait un j'aime, quand on fait un partage, quand on fait un commentaire. Et vous voyez en un clin d'œil que la publication d'origine, elle est présentée exactement de la même façon. À gauche, le j'aime, celui qui l'a fait, il est à peine visible. Celui du milieu, le partage, il y a un argumentaire. Celui que j'ai fait dans ma simulation est assez faible, mais j'ai fait un argumentaire assez limité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le partage aujourd'hui, vous êtes doublement sanctionné. Pourquoi? Une publication, c'est une URL propre au sein de LinkedIn. Quand vous faites un partage, vous faites une publication avec un lien qui renvoie vers une publication interne dans LinkedIn et qui est directement visible. Cependant, je vous ai montré tout à l'heure que publication avec un lien, LinkedIn n'aime pas trop ça. Et il semble qu'un lien qui renvoie déjà au sein de LinkedIn, donc d'un contenu qui existe déjà sur LinkedIn, LinkedIn aime encore moins ça. Donc la visibilité d'une publication, quand vous la partagez, elle est très très faible. Et comme que vous fassiez un j'aime ou que vous fassiez un partage ou que vous fassiez un commentaire, notre troisième format, vous vous rendez compte que la diffusion de la publication d'origine est exactement de la même façon. Je vais vous montrer que le commentaire, c'est là où vous allez tout gagner pour développer votre influence professionnelle sur LinkedIn, pour en tirer un vrai avantage. Le like, c'est une addiction. Vous pouvez vous arrêter de liker parce que vous êtes addict au like. D'abord, ça n'engage pas la conversation, ça ne donne aucun bénéfice pour vous. Alors, recevoir des likes sur nos publications, ça nous donne de la visibilité. En faire, c'est perdre notre temps parce qu'on n'engage pas de conversation avec l'auteur. Alors, on pourrait en discuter. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de me détester, de m'insulter, mais je vous promets qu'un like ne vous apporte rien et que quand on étudie les neurosciences, on comprend que les réseaux sociaux ont tout fait pour nous rendre addicts au like. Le commentaire, c'est une prise de parole. Le commentaire, c'est un engagement dans une conversation. Et le fait de commenter une publication qui est sur un de vos membres fait que, vous allez le diffuser à votre réseau de la même façon, encore une fois, qu'un partage et un j'aime. Donc, vous faites le job à ce niveau-là. En revanche, quand vous commentez, vous rentrez en conversation avec l'auteur. Et comme vous êtes en train de commenter une publication de quelqu'un d'autre que vous, vous êtes en train de rentrer potentiellement en visibilité de l'audience de l'auteur de la publication. Donc, vous avez un bénéfice énorme à commenter, vous diffusez, vous prenez la parole, vous êtes identifié et on vous identifie avec votre image, votre photo de profil, votre nom, prénom et la fameuse accroche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le commentaire, en plus, c'est ce que préfère l'algorithme aujourd'hui, c'est ce qui va privilégier pour générer de la visibilité. J'ai envie de vous dire que vous rentrez dans une salle où vous avez que des interlocuteurs qui sont hyper importants pour vous, que ce soit pour du recrutement, que ce soit pour trouver un partenaire, que ce soit pour mener des recherches, peu importe. Vous rentrez dans une salle, vous allez voir chaque personne, une petite tape sur l'épaule et vous ressortez. C'est génial, vous les avez likés. Est-ce que ça va faire avancer le business? Je ne pense pas. En revanche, vous allez voir chaque personne, vous commencez à leur parler, vous répondez à leurs questions, vous engagez une conversation. Je pense que vous allez développer un sentiment de confiance beaucoup plus fort pour continuer à travailler sur le projet. Donc, mon petit message, et ce que je vous invite, c'est pas à me dire il a tort ou il a raison. Faites le test de ne plus liker pendant tout le mois qui vient, aucun commentaire. Dès que vous voulez liker, vous dites pourquoi je veux liker et de transformer ce like en un commentaire qui apporte de la valeur, qui apporte de la valeur ajoutée. Pas un commentaire pour dire ouais, super, bien vu, merci, etc. Non, c'est comment vous pourriez apporter votre valeur sur la publication que vient de faire un des membres, qui sont évidemment des sujets qui vous permettent d'atteindre vos objectifs business. On revient sur la ligne éditoriale et les objectifs que vous avez à atteindre. LinkedIn n'étant qu'un outil pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas une finalité en soi,
Si on ne définit pas nos objectifs et si on passe notre temps à liker, on perd notre temps sur LinkedIn et la vraie vie, elle est absolument pas sur ce réseau social ni sur aucun réseau d'ailleurs. Faites un mois sans like et on en reparle. Je reviens sur mon visuel. Les marchés sont des conversations et les conversations, c'est prendre la parole, c'est s'exprimer et c'est publier et c'est commenter pour pouvoir engager cette conversation. J'arrive à la fin et je vous résume ces 10 clés. Carte d'identité professionnelle digitale. Vous avez, à partir du moment où vous avez créé un compte sur LinkedIn, une carte d'identité professionnelle digitale et que vous l'ayez bien rempli, mal rempli, peu importe, j'ai votre nom, votre prénom, c'est le premier résultat qui sort quand je vais vous rechercher sur Google. Ce double numérique, votre carte d'identité professionnelle digitale, vous devez la construire en respectant les 3 piliers, cohérence, réputation, confiance. Cohérence entre ce que vous faites et qui vous êtes dans la vraie vie et ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, comment vous allez vous comporter sur LinkedIn. Vous allez développer ce sentiment de réputation professionnelle et initier, développer, renforcer la confiance qui est le ciment des relations humaines. Et si vous avez des postes de manager, des postes de dirigeant, vous avez un devoir d'exemplarité dans cet usage et ce comportement. Le triptyque de l'influence professionnelle, aussi bien hors ligne qu'en ligne, se base sur votre profil, sur vos contenus, c'est-à-dire votre ligne éditoriale, votre prise de parole, et sur votre réseau, c'est-à-dire avec qui vous vous connectez, avec qui vous entrez en conversation. Sachant que derrière, le boss, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme qui décide de qui voit quoi. C'est l'algorithme qui décide du format, de la visibilité, pardon, du format des publications que vous allez faire. Et tout se joue sur les commentaires. Commencez à commenter, même si vous ne savez pas quoi publier. Faites des commentaires sur les sujets qui sont cohérents pour vous d'un point de vue business. Et engagez-vous dans une conversation. Conversation publique par les commentaires, conversation privée par la messagerie. Et puis sortez de LinkedIn pour aller voir. Alors, un jour, on pourra se recroiser dans la vraie vie, mais sinon, il y a le téléphone, sinon, il y a la visio, sinon, il y a l'email, et vous avez capacité à engager ces conversations. Mais en fait, il y a une 11e clé. Alors, logiquement, si on était en interaction, il y a une 11e clé. Je vais vous laisser 30 secondes pour pouvoir l'imaginer et peut-être la proposer tiens, dans le chat, si jamais vous l'utilisez. Alors moi, je vois aucun message, je ne sais pas s'il y en a. Mais la 11e clé, en fait, elle est assez simple. C'est vous. C'est même la clé majeure. C'est vous. Ne pensez pas à LinkedIn comme un réseau social. Pensez à LinkedIn comme un outil pour nouer, développer, entretenir des relations humaines professionnelles. Ce que vous faites tous les jours dans la vraie vie. Vous avez juste un outil de plus qui a une puissance phénoménale parce qu'il est asynchrone et il vous permet de parler partout à n'importe qui dans le monde, à partir du moment où la personne, bien sûr, est sur LinkedIn. Et c'est vous qui êtes la vraie clé des relations humaines. C'est pas l'outil, c'est pas le réseau social. Je vous remercie. Vous pouvez, avec le QR code à gauche, me retrouver sur LinkedIn et me faire une demande de contact. Faites-la personnalisée, que je sache d'où vous venez, parce que j'en ai à peu près 200 qui traînent, mais je ne sais pas qui sont les gens qui me demandent en contact. Juste que vous venez de la conférence. Vous avez la possibilité de rester en conversation avec moi à travers les 3 emails, les 3 newsletters que je fais. Et le QR code à droite ou le lien que vous avez csnt.fr/p-ti, c'est pour récupérer cette présentation si vous le désirez. Vous allez passer par un formulaire qui vous permet ensuite de la recevoir par email pour pouvoir la télécharger. Je vous remercie. Et Alexandra, j'ai tenu, il est 16h10, j'avais dit 16h10 maximum. Ouais, bien joué, j'ai vu ça. Alors, on va passer maintenant aux questions. Alors, j'ai essayé de les classer pour qu'elles soient un peu dans l'ordre. Donc, tout d'abord, il y avait des D'accord. Alors, questions par contre, j'en vois aucune, moi. Ouais, mais moi, je les vois, donc c'est le plus important. Ok, ça marche. Alors, d'abord, concernant le carnet d'adresses, est-ce Oui. qu'il faut aussi sélectionner les gens avec qui se connecter pour qu'ils soient dans notre domaine d'activité ou c'est pas nécessaire? Alors, il faut absolument gérer son carnet d'adresses en fonction de son domaine d'activité. Ça va dépendre. Ce qui est important, c'est vos objectifs.
vos objectifs professionnels. Est-ce que vous voulez utiliser l'outil LinkedIn pour atteindre vos objectifs professionnels dans le cadre de votre activité directe? Oui, alors vous devez vous connecter avec ce que j'appelle votre écosystème business, c'est-à-dire pas simplement la personne précise avec qui vous voulez absolument entrer en contact, mais aussi son écosystème. Parce que vous avez des gens qui sont présents sur LinkedIn et qui ne sont pas forcément actifs sur LinkedIn. Du coup, ils vont peut-être pas réagir. Mais si vous avez besoin d'être référencé, d'être visible auprès d'eux, s'ils sont pas actifs, vous allez pouvoir le faire en vous connectant avec ce que j'appelle son écosystème, ses collègues, ses collaborateurs, des gens avec qui il est déjà connecté. Donc oui, il faut absolument gérer son carnet d'adresses. Il ne faut pas accepter tout le monde. Il ne faut pas se connecter avec tout le monde parce qu'encore une fois, il y a un triptyque qui est analysé par l'algorithme, votre profil, votre réseau, votre prise de parole. Donc, si vous n'avez pas une cohérence entre les trois, c'est-à-dire quand vous allez prendre la parole, votre réseau ne va pas réagir parce que vous ne les intéressez pas, parce que le sujet que vous traitez ne les intéresse pas. Et donc, s'il ne réagit pas pour LinkedIn, ça veut juste dire que vous n'êtes pas pertinent pour votre réseau. Et donc, il vous baisse votre visibilité. Donc, c'est important, effectivement, de se connecter avec les bonnes personnes. Vous pouvez vous connecter, comme je vous ai montré. Sinon, vous pouvez aussi commencer à les suivre pour vérifier que leur ligne édito est intéressante. Et le fait de commencer à commenter leurs publications, si elles sont actives, vous rend visible de cette personne, ce qui facilite la prise de contact derrière. Alors ensuite, toujours sur le carnet d'adresses, on a une autre question qui est: est-ce que le carnet d'adresses peut être ouvert seulement à certains de nos contacts et pas à d'autres? Non. LinkedIn, alors je vous ai dressé un beau portrait de LinkedIn. Il faut savoir que c'est un réseau qui a plein de lacunes d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue fonctionnalité. C'est à croire qu'ils n'ont pas d'ergonome chez eux et que parfois, je ne sais pas comment ils raisonnent d'un point de vue relation humaine, mais vous n'avez aucune possibilité de gérer votre carnet d'adresses, pour être très clair. C'est où il est ouvert, où il est fermé, où tout le monde voit tous vos contenus, où seuls les contenus communs sont visibles. Point barre. Ok, donc on a 12 000 questions, hein, donc préparez-vous tous à rester un petit moment. Et je suis prêt. Alors maintenant, concernant l'algorithme, donc sûrement en réaction à votre slide sur les formats qui fonctionnent le mieux, la question c'est: Oui, doit-on respecter ce que l'algorithme préfère et donc privilégier certains formats, ou est-ce qu'on fait ce qu'on veut et peu non, importe? non. En fait, il ne s'agit pas de faire ce que l'algorithme préfère. On ne parle pas à un algorithme. On parle à des humains. Et vous avez envie de partager que des liens, faites que des liens, j'ai envie de dire. Euh, Ce qu'il faut, c'est plutôt faire un mix de tous ces formats, de trouver celui qui correspond le plus à votre audience et de ne surtout pas chercher à avoir le maximum de visibilité. Parce qu'une vue sur LinkedIn, ça ne veut pas dire que quelqu'un a lu votre contenu. Ça veut dire que LinkedIn a affiché dans la timeline le contenu. C'est tout. C'est ça qui est compté comme une vue. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de faire un mix de l'ensemble des différents formats. Tout le monde n'est pas capable de faire de la vidéo. Tout le monde n'est pas capable de faire des PDF avec des carousels de couleurs si on n'a pas une fibre un peu de design. Donc, il faut que vous soyez à l'aise. Moi, ce que je préfère, je vais vous dire honnêtement, ce que je privilégie, c'est du texte. Pourquoi? Parce que du texte qui me permet de toucher directement mon audience, de lui donner tout ce qu'il y a à lire pour qu'elle puisse s'engager dans une conversation. Ensuite, quand on met des liens, les gens ne cliquent pas forcément. Donc, c'est intéressant de mettre un lien et de montrer qu'on est capable de faire de la veille sur un secteur, de fournir et de partager les bons contenus, mais il faut faire un mix de tout et vraiment faire la bonne démarche pour moi, c'est test and learn. Testez les formats, regardez comment réagit votre audience, là où il y a le plus d'engagement, là où il y a le plus de conversation, là où vous allez créer le plus de valeur, là où vous allez arriver à déclencher des prises de contact, des rendez-vous, et que vous allez pouvoir tirer pour vous aussi le plus de valeur à travers ce que vous avez donné au réseau. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, ne pas parler à un algorithme, parce que quand vous parlez à un algorithme, vous vous mettez à parler à plus personne. Vous avez des gens qui ne font que des contenus d'une certaine façon, avec un seul objectif, c'est avoir des vues. Mais des vues, ça n'a jamais fait du business. Ce qui fait du business, c'est des conversations. Donc, il faut mixer, apprendre ce qui convient à notre audience et arriver à peut-être privilégier un certain format, même si ce n'est pas celui qui est privilégié par l'algorithme. Mais si c'est celui que votre audience veut, eh ben, il faut lui donner ce qu'elle veut. Donc, mon objectif
quand je monte les différents formats, c'est juste d'avoir conscience que si vous mettez par exemple un lien vers un site extérieur, vous aurez un peu moins de vues. C'est juste avoir conscience de ce qui va se passer quand on va l'utiliser pour ne pas avoir de faux espoirs dans ce qu'on pourrait avoir comme résultat. OK. Concernant, l'algorithme toujours, est-ce que l'algorithme est modifié régulièrement? Et si oui, est-ce qu'il faudrait faire une veille constante pour voir ce qui va le mieux ou le moins bien marcher en fonction de comment les modifications sont faites? Alors, faire une veille constante, il faudrait que ça soit aussi un peu comme moi, c'est-à-dire votre job de comprendre comment ça marche pour former les autres. Donc, on fait une veille un petit peu constante et en fait, on s'appuie aussi sur la veille de ce que font les autres, hein. Il faut savoir que l'algorithme, on suppute comment il fonctionne, on constate des modifications et on est au courant de rien, hein. LinkedIn ne fournit pas la formule magique de son algorithme. On se rend compte là récemment qu'il y a vraiment eu un changement parce que, par exemple, j'ai partagé une vidéo, je me suis retrouvé avec une visibilité de la vidéo ridicule par rapport à ce que j'avais pu faire il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc je me suis dit, il y a un truc. Ensuite, j'ai fait une vidéo native, pareil. Donc, j'ai envie de vous dire que de toute façon, vous allez le voir. Et ce qu'il faut, c'est ne pas raisonner publication par publication, mais avoir un raisonnement un peu plus systémique, un peu plus global, de se dire, bon, sur le dernier mois, effectivement, la tendance est à la diminution. Et puis, vous allez avoir d'autres personnes qui vont en parler, qui vont essayer de comprendre aussi. Donc, euh, faire une veille, si c'est votre job, oui. Si c'est pas votre job, c'est plus d'être attentif aux conversations que vous allez générer avec votre audience et d'être plutôt au petit soin avec votre audience plutôt qu'au petit soin avec l'algorithme. Mais il change régulièrement. Alors, est-ce qu'il change aussi souvent que celui de Facebook, celui de Twitter, celui de Google? Je ne sais pas. Euh, il évolue, c'est clair, il évolue. Donc maintenant, on a aussi des questions sur, les posts et les publications. Donc déjà, est-ce qu'il y a une, fréquence à laquelle on doit publier des posts, des documents et cetera? Il n'y a pas de fréquence donnée. Alors, je vais être très cash, direct. Vous avez une infographie qui sort et qui vous dit qu'il faut publier le mardi et le jeudi de 10h alors, entre 8h et 10h et puis c'est tout. Oubliez, c'est du bullshit. Si vous voulez, c'est comme si on disait tout le monde doit partir le vendredi soir et on est tous dans les bouchons. Si tout le monde fait la même chose, il va y avoir un bouteillage. La bonne fréquence, c'est celle qui vous convient en fonction de votre activité. Euh, et j'ai tendance à dire, pour tirer le fil et être caricatural presque, si vous êtes pertinent à chaque fois que vous prenez la parole, c'est-à-dire que votre audience commente, s'engage dans une conversation, vous pouvez publier toutes les heures. Si vous n'êtes pas pertinent, une fois par mois, c'est trop. Alors on est d'accord, j'ai ces deux extrêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous publiez une fois par semaine, que ça vous convient, que vous générez des conversations, eh bien faites-le qu'une fois par semaine. Si vous avez parfois envie de le faire deux fois, faites-le deux fois. Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise et que vous génériez des conversations et que vous ayez des retours de votre audience. C'est ça la pertinence. Ensuite, euh, la bonne heure, souvent on me demande quelle est la bonne heure pour publier. Réellement, la bonne heure pour publier, c'est quand vous allez être sûr d'être disponible dans les 2 heures qui suivent pour pouvoir répondre aux commentaires. Pourquoi? Parce que quand vous publiez avec une vocation d'engager une conversation, c'est-à-dire que vous pouvez finir juste votre publication en posant une question, hein, les gens vont vous parler. Vous devez leur répondre. Ne serait-ce que leur dire merci pour votre commentaire et puis de rajouter, de faire cette optique, encore une fois, hein, projetez-vous sur l'utilisation de LinkedIn comme un outil de conversation. Vous rentrez dans une salle, vous me posez une question, je vous réponds. Je pourrais très bien, si vous me posez une question et que je ne vous réponds pas, vous allez être frustré. C'est le même principe en ligne. Donc, la bonne heure, il faut être disponible pour répondre. Pourquoi? Parce que les gens vont attendre que vous leur répondiez. Et en plus, aujourd'hui, l'algorithme va aussi privilégier les réponses de l'auteur aux conversations qu'il génère sur sa publication. Donc, évidemment, si vous publiez à 3 heures du matin, il y aura peut-être moins de monde disponible. Quoique, si vous parlez à l'international et que vous êtes de l'autre côté du monde, eux, c'est le matin. Donc, la bonne heure, c'est celle qui va correspondre encore une fois à votre audience. Moi, j'ai testé à 8 heures le matin, j'ai testé entre midi et 2, j'ai testé. Quand j'ai envie de publier, je publie et puis on voit après. Il faut faire son apprentissage de quand est-ce que notre audience est connectée et quand est-ce qu'elle est disponible. Sachant qu'en plus, honnêtement, aujourd'hui, on est en confinement, on est beaucoup plus disponible.
presque pour interagir, puisqu'on n'est plus dans les transports en commun, on n'est plus en train de conduire, on a presque plus de temps, même si ce temps est souvent pris pour travailler encore plus, parce que comme on se met plus vite au travail puisqu'on n'a plus de transport. Donc, ce qui peut marcher un jour ne marchera pas la semaine d'après au même jour, parce qu'il peut se passer plein d'autres choses. Donc, il y a aussi ce facteur temps qui peut jouer. Donc, à vous de vous faire votre propre routine, de décider de publier une fois par semaine et de vous tenir à cette régularité. C'est la régularité qui est plus importante que la fréquence. Et la régularité, ça peut être une fois par semaine. Ce que je peux vous recommander, c'est de faire une publication par semaine, par contre, 2 à 3 commentaires par jour. Vous prenez vos 20 minutes pour scroller votre fil d'actualité. Quand il y a un contenu qui est intéressant, qui est pertinent, prenez le temps de le commenter. Ne le likez pas, commentez-le. Ça veut dire que vous ne ferez qu'un commentaire au lieu de faire 10 likes, mais vous aurez 10 fois plus de bénéfices en faisant un commentaire, en prenant la parole, que simplement en mettant une petite tape amicale sur l'épaule de quelqu'un. Ensuite, on a deux questions concernant les posts. Donc, tout d'abord, quel usage on doit faire des hashtags? Et ensuite, faut-il taguer des personnes sur nos posts? Alors, les deux, mon capitaine. Le hashtag a un intérêt, c'est qu'il permet de qualifier le contenu. Et j'ai lu récemment que c'est peut-être encore plus intéressant aujourd'hui parce que ça peut permettre à l'algorithme, je ne sais pas dans quelle mesure il le prend en compte, hein, attention, mais c'est vrai qu'un hashtag a la vocation d'être une étiquette et donc de qualifier un contenu. Et donc ça va faciliter la compréhension sémantique. LinkedIn ne fait pas de sémantique, je ne pense pas qu'ils font de l'analyse sémantique d'un contenu. Néanmoins, des mots avec un hashtag vont vous permettre de qualifier le contenu. Ce qui est intéressant, c'est d'en mettre a priori 3. 3, c'est ce qui tente de donner la visibilité optimale sur les hashtags. Il ne faut pas trop en mettre, sinon l'algo ne comprend plus du tout ce que vous voulez qualifier en termes de prise de parole. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire votre propre hashtag. Vous voyez, par exemple, moi, maîtriser LinkedIn, c'est entre guillemets, c'est mon hashtag dans la mesure où, alors c'est facile, c'est le titre de mon livre. Et comme personne ne l'utilisait, je me suis mis à l'utiliser chaque fois que je publiais, que je faisais une publication qui concerne une maîtrise du réseau. Donc, du coup, ce hashtag m'appartient jusqu'à ce que tout le monde l'utilise, si vous voulez. Donc, trouvez votre hashtag. Certains vont faire avec leur nom et leur prénom. Mais c'est peut-être votre prénom ou le sujet que vous traitez par votre prénom. Ce qui fait que c'est un hashtag unique qui permet de qualifier votre contenu. Alors, pas le qualifier en tant qu'étiquette, mais en tout cas, ça permet aux personnes qui vont cliquer sur le hashtag d'avoir un fil d'actualité avec seulement votre hashtag. C'est une façon de filtrer leur timeline pour avoir que vos contenus et tous vos contenus. Donc ça peut être intéressant. Et après, c'est surtout de prendre le hashtag qui correspond au sujet que vous traitez pour pouvoir qualifier le contenu. Et pour taguer, on peut taguer à bon escient. Enfin, il faut taguer à bon escient, il ne faut pas trop abuser. 2 personnes me semble pas mal. Pourquoi? Parce que il y a une notion que je défends qui est codeur-décodeur. C'est-à-dire que quand vous publiez quelque chose, vous le codez avec ce que vous voulez dire à travers votre publication. Et la personne qui le reçoit va le décoder, mais avec son expertise, son expérience, c'est-à-dire sa vision de ce que vous voudriez dire comme message. Et parfois, la clé, elle n'est pas la même. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous taguez quelqu'un, est-ce que vous le taguez parce qu'il est pertinent par rapport au sujet que vous traitez, ça vous le savez, ou est-ce qu'il est plutôt influent sur le sujet et vous aimeriez bien récupérer de son influence parce qu'en le taguant, vous voudriez qu'il vienne interagir sur votre post. Vous voyez, ça peut être interprété différemment. Si vous vous identifiez trop de personnes, a priori LinkedIn considère que vous voulez spammer. Et donc, il va vous diminuer la visibilité, il va vous bloquer votre publication en termes de vues. Donc, une technique qui me semble plus intéressante quand vous voulez vraiment que quelqu'un soit au courant d'une publication que vous avez faite, c'est faites votre publication sans la taguer. Après, vous pouvez lui envoyer en message privé. Si je reviens je vais revenir rapidement là, à l'écran. Vous voyez ici, vous avez le j'aime, le commentaire, le partage, mais il y a un bouton envoyer à droite. Si vous cliquez sur ce bouton envoyer, ça va vous faire un message privé avec la publication
Donc, vous faites votre publication et après, vous l'envoyez en message privé à la personne que vous voulez toucher absolument à travers votre publication. Et puis, vous lui faites un message du style tiens, on avait parlé de ce sujet la dernière fois, ça m'a donné l'idée de cette publication, ou j'ai publié ça, ça m'a remémoré la discussion qu'on a eue la dernière fois, ou ça vient alimenter le sujet, le projet qu'on a ensemble, ou j'aimerais bien avoir ton avis parce que ton point de vue m'intéresse, etc. Donc, plus de passer en message privé pour mettre en avant votre publication. Et si la personne est intéressée, bah, elle va cliquer, elle va aller la lire et elle va aller la commenter. Et ça va se faire naturellement sans qu'elle soit taguée dedans. Alors en réaction, on a une autre question sur les hashtags. Donc, travaillant dans une société internationale, je traduis les posts de ma maison mère. Dois-je aussi traduire les hashtags et les mettre en français ou utiliser ceux en anglais comme mes collègues? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est un peu le problème que l'on a. Si le terme est le même, en français et en anglais, bah, il faut utiliser le même. Par exemple, marketing, si vous mettez le hashtag marketing, bah, votre publication en français est noyée dans les publications internationales. Si votre terme et le hashtag existent en français, bah, il faut utiliser celui qui est en français de manière à toucher une population française puisque votre publication s'adresse aux Français. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que si le terme n'existe pas en français, ça peut être intéressant de le créer, de trouver la bonne traduction intelligente et qui ait du sens et de vous créer votre hashtag pour que ce soit vous qui soyez à l'initiative je dirais de la diffusion de votre contenu, de votre expertise pour votre entreprise avec un hashtag unique qui a du sens et que vous allez pouvoir conserver dans toutes vos publications. Après, il faudrait aller un peu plus dans le détail pour travailler sur le sujet, mais si vous utilisez le même qu'en anglais, votre publication sera noyée dans la masse. Parce que il faut bien comprendre que le hashtag, si je clique dessus, vous ouvrez une fenêtre comme si vous aviez fait une recherche sur ce hashtag et vous avez plein de contenus que vous pouvez filtrer pour n'avoir que les contenus d'ailleurs, que les publications qui possèdent ce hashtag. Et si vous utilisez un hashtag qui est utilisé déjà dans un autre cas, bah, vous êtes noyé dedans. La personne demande une précision. Elle aimerait savoir comment on fait pour savoir si un hashtag existe ou pas. Ah bah, c'est simple, là, vous allez dans le moteur de recherche LinkedIn, vous tapez le hashtag et LinkedIn va vous proposer des résultats. Un, il va vous montrer le nombre de résultats avec le hashtag. Deux, si le hashtag est existant, il va vous dire combien de personnes le suivent. Vous ne saurez pas qui sont les gens, mais vous saurez s'il y a déjà des gens qui le suivent. Et deux, s'il n'y a personne qui le suit, il va vous proposer de le suivre. Et du coup, vous allez pouvoir le créer. Après, je pense qu'il y a des petits outils qui doivent commencer à exister pour essayer de voir tous les hashtags sur LinkedIn, mais le mieux, c'est d'aller dans le moteur de recherche et de faire une recherche. Ok, ensuite on a une autre question qui est, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre la version payante? Alors, non, bout de décoffrage, non. Les deux grosses, alors il y a plusieurs types de versions payantes. Il y a les versions payantes à travers des licences qui sont proposées aux entreprises, et il y en a de quatre types aujourd'hui pour LinkedIn. C'est pour les commerciaux Sales Navigator, pour les recruteurs c'est Talent Solutions. Vous avez la plateforme pour faire de la pub et la plateforme e-learning pour apprendre. Donc ça, c'est des licences, c'est des comptes payants, mais version entreprise. Au titre individuel, vous avez une version Sales Navigator individuelle où vous avez ce qu'ils appellent les comptes premium. Alors, si vous êtes commercial, Sales Navigator peut avoir un intérêt. Sinon, ça peut d'intérêt d'avoir un compte premium. Les deux grosses différences, elles sont au niveau du nombre de requêtes de recherche que vous pouvez faire dans le moteur de recherche. Vous êtes limité sur les comptes gratuits et il y en a un peu plus dans les comptes premium. Mais si vous faites des recherches et tous les mois, votre quota est remis à zéro. Ou plutôt, votre quota est remis à sa totalité. Vous avez, il faudrait que je cherche, j'ai en tête 50 recherches par mois, mais il faudrait que je vérifie où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça. J'ai envie de dire que si vous êtes bloqué 3 mois de suite, le 15 du mois, parce que vous avez absolument besoin de faire des recherches et que vous avez 3 mois où vous êtes bloqué le 15, on pourrait envisager de prendre
un compte premium pour avoir plus de possibilités de recherche. Mais les recherches, c'est un des critères compte premium, compte gratuit qui diffère. Le deuxième, c'est le fait de savoir qui est venu voir votre profil. Donc, vous avez toujours un graphe avec 90 jours d'historique. Sur un compte gratuit, vous avez les 5 dernières personnes qui sont venues voir votre profil. Sinon, c'est les 90 jours d'historique que vous avez sur un compte premium. Donc, voilà les deux grosses différences. Le nombre de recherches et l'accès à toutes les personnes qui ont vu votre profil. Donc, je ne pense pas que le coût, le budget demandé pour une licence premium vaille le coup par rapport à la différence de fonctionnalité qui est apportée. Toujours sur le compte payant, avez-vous un avis sur la qualité des formations proposées dans le compte payant? Alors, par contre, les formations LinkedIn Learning, il faudrait qu'on me précise si on pense à LinkedIn Learning. Parce que les formations, c'est sur Oui, la plateforme c'est de exactement Learning. ça, ouais. D'accord. Je les ai pas toutes faites, donc ça va être compliqué. Il y en a qui sont très bonnes et d'autres qui sont certainement moins bien. Il faut savoir que tout le monde ne peut pas faire des formations sur LinkedIn Learning, hein. C'est LinkedIn qui décide de qui prend la parole et c'est hyper structuré, hyper normé. C'est pas donné à tout le monde d'aller sur LinkedIn faire des formations, hein. Donc, je pense qu'elles sont d'un certain niveau. Après, est-ce que la pédagogie, est-ce que l'approche, est-ce que le contenu va vous apporter quelque chose? Pendant le confinement, je crois qu'il y a une grosse partie de certaines formations qui sont gratuites. Donc, il faut aller les tester, il faut aller regarder s'il y a la formation qui vous convient. Et ça va aussi dépendre de votre niveau d'expertise par rapport au sujet qui est traité. OK, très bien. Ensuite, on a une autre question qui est: quels conseils donneriez-vous à des étudiants pour construire et valoriser un profil LinkedIn? Le même qu'à des professionnels, c'est que l'objectif est différent. Vous êtes un étudiant, alors vous allez rentrer sur le marché du travail. Vous avez donc la capacité de voir LinkedIn comme un portfolio pour un artiste. Vous vous intéressez à l'ingénierie de l'automobile et vous voulez chercher un job dans l'automobile en tant qu'ingénieur. Moi, je vais sur votre profil LinkedIn. Est-ce que je vois que vous êtes vraiment passionné par l'ingénierie, par l'automobile? Est-ce que vous prenez la parole en diffusant des infos? Est-ce que vous commentez des infos sur ce sujet-là? Si vous ne faites rien, bah, la crédibilité, la cohérence entre vos centres d'intérêt, le fait que vous postuliez pour ce job et votre portfolio en ligne, bah, il n'est pas cohérent. Donc, vous devez l'utiliser comme presque un CV augmenté parce que vous allez pouvoir prendre la parole et quand vous allez postuler, vous allez mettre en avant votre profil LinkedIn, ça va montrer aux recruteurs que vous êtes déjà un acteur de la filière, déjà un acteur du sujet dans lequel vous voulez aller travailler. Alors après, vous allez me dire, oui, mais je ne veux pas faire que l'automobile, je veux faire autre chose. Ce n'est pas un problème. Vos objectifs professionnels à court terme, c'est trouver un job. Dans quelle branche? Est-ce que c'est dans une, dans deux, dans trois branches? Sur quel métier? Et vous allez construire une ligne éditoriale qui va permettre de montrer que vous êtes au-delà d'un simple diplôme que vous pouvez faire valoir. C'est que vous êtes capable de comprendre un secteur d'activité, vous êtes capable de comprendre des problématiques, vous êtes capable de comprendre et de partager de l'information sur le secteur dans lequel vous voulez aller. Donc, utilisez-le, prenez la parole, et c'est justement quand vous êtes étudiant que vous avez le moins de prise de risque par rapport à l'utilisation de LinkedIn. Il n'y a pas pire qu'un profil vide. Je vais vous prendre une caractéristique. Il y a un moment donné, sur le mois de septembre, vous aviez, et encore ça date de l'année dernière, je voyais mon fil d'actualité rempli d'étudiants qui cherchaient une alternance et un peu désespérés parce qu'il fallait se dépêcher, parce que pour la rentrée, il fallait que dans les 15 jours, ils aient signé une alternance. Et ils disaient, je cherche une alternance. Et une alternance, ça veut dire quoi? Je cherche une alternance. C'est une alternance dans quel domaine? Pour faire quoi? Ça s'insère dans quel projet professionnel? Et donc, de donner des infos sur ce que vous recherchez, comment vous le recherchez. Et quand on cliquait sur le profil de ces personnes-là, il n'y avait rien. Il y avait juste un CV diffusé en ligne. C'est une bouteille à la mer. Ça ne sert à rien. Donc,
vous avez la capacité d'avoir votre propre site internet de votre carrière professionnelle. Vous devez la remplir, vous devez la renseigner et commencer en tant qu'étudiant à montrer les sujets qui vous intéressent, les sujets vers lesquels vous aimeriez aller. Et le fait de dire oui, mais je ne veux pas me fermer de porte, il faut savoir que si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Donc, choisissez, sélectionnez peut-être un, deux ou trois secteurs avec votre expertise de ce que vous avez appris au sein de votre formation. Et si vous pouvez faire ça, vous pourrez faire autre chose de toute façon. Mais ne pas laisser vide votre profil, c'est une vraie catastrophe et c'est un avantage concurrentiel que vous laissez à tous vos concurrents. Et au niveau du profil, est-ce qu'il faut détailler toutes nos expériences ou pas? Oui, il faut bien distinguer la partie info résumé de la partie expérience. Les infos, le résumé, c'est vraiment là où vous allez vous présenter en tant que personne, en tant qu'humain, vos valeurs, ce qui vous fait vous lever le matin. Alors, ce n'est pas la partie la plus facile à écrire, hein, on est d'accord. Hein. Et il faut que vous la présentiez sous la forme de ce que vous apportez à votre interlocuteur. Pas ce que vous faites de façon égocentrée. C'est quelle est la valeur ajoutée, quel bénéfice j'aurais, moi, à me connecter avec vous, et je dois le comprendre en lisant la partie résumé info. Et dans vos expériences, ben, si elles ont du sens, oui, il faut les détailler. Vos missions, vos réalisations, les projets auxquels vous avez participé. On est d'accord, hein, on respecte déontologie et confidentialité. Il n'y a jamais de données si elles ne doivent pas être publiques, elles n'ont pas à être précisées sur LinkedIn. Et ça va vous permettre de montrer ce que vous avez fait. Vous êtes ingénieur mécanicien, ok? C'est quoi ingénieur mécanicien? Vous avez fait quoi dans le cadre de l'ingénierie mécanique entre l'automobile, si vous étiez dans une industrie automobile, une industrie, une usine, une industrie aéronautique, vous êtes marketeur, je prends un exemple exprès qui n'est pas ingénieur, marketeur, mais marketing dans une boîte du CAC 40 ou dans une start-up où vous étiez deux. C'est pas les mêmes métiers, et pourtant c'est la même chose, marketeur. Donc plus vous précisez, plus vous allez, utiliser des mots-clés qui peuvent être trouvés et qui peuvent être, utilisés par les gens qui peuvent rechercher votre expertise, et donc vous allez sortir dans le moteur de recherche, et surtout, vous allez pouvoir donner de la matière qui va vous faire sortir du lot et être privilégié pour une prise de contact. LinkedIn, c'est pas ce qui va vous permettre, de la même façon qu'un CV, c'est pas ce qui va vous donner un job, c'est pas ce qui va vous donner un contrat de prestation, j'entends, hein, pas un contrat de travail. C'est pas ce qui va vous permettre d'avoir la finalité de votre mission. En revanche, ça va vous permettre d'être identifié comme étant la personne qu'il faut contacter dans le cadre de cette mission, dans le cadre de ce contrat, pour au moins le mettre dans la shortlist. Donc, il faut penser à mettre des infos. Et si vous me dites que si vous mettez tout, vous n'auriez plus rien à dire, c'est qu'il y a un problème parce que vous ne pouvez pas tout mettre sur LinkedIn à travers quelques mots, quelques phrases. Il y a beaucoup plus que que vous valez et que vous allez pouvoir exprimer lors d'une conversation visio, téléphonique, physique. Et comment ça se passe en cas de changement de secteur d'activité? Donc d'une part du côté du carnet d'adresses, est-ce qu'il faut le faire évoluer? Et ensuite du profil, est-ce qu'on enlève nos anciennes expériences? Est-ce qu'on les laisse? Alors, sur le profil, on ne les touche pas. On les fait évoluer. Vous avez le droit d'avoir une carrière qui évolue avec une certaine logique que vous pouvez d'ailleurs exprimer dans la partie résumée. Donc, les expériences, on les laisse, sinon vous allez avoir un trou. Et il y a toujours une raison dans une évolution de carrière, quelle qu'elle soit. En revanche, au niveau du carnet d'adresse, c'est vrai que la question peut se poser. Ça va dépendre du nombre de contacts que vous avez. Pourquoi? Parce que, imaginez que, alors je prends deux extrêmes exprès, vous êtes ingénieur dans l'industrie agroalimentaire et puis vous voulez changer de vie, vous voulez devenir prof de yoga. C'est sûr que votre carnet d'adresse, il s'attend à ce que vous lui parliez d'ingénierie agroalimentaire et pas de yoga. Donc, si votre réseau est déjà actif et qu'il a une certaine taille, vous allez vous connecter avec vos nouveaux profils type de clients pour être prof de yoga. L'inertie du premier réseau risque d'être trop importante avant que le nouveau vous donne satisfaction. Et en plus,
l'algorithme, il va pas comprendre. C'est très con un algorithme, donc il va pas comprendre. Et ce qu'il va constater, c'est que quand vous allez parler de yoga, lui, il continue à le présenter à votre ancien réseau, puisque c'est avec lui que vous aviez les interactions. Eux, ça les intéresse pas, ils réagissent plus. Donc, pour LinkedIn, vous êtes plus pertinent pour votre réseau. Donc, il vous fait un peu disparaître. Donc, il y a une vraie question à se poser à un moment donné quand on change radicalement d'univers et surtout quand nos interlocuteurs ne sont pas susceptibles d'être notre nouvelle, je dirais, notre nouveau écosystème business, de les supprimer et de les supprimer pour reconstruire son réseau sur ses nouvelles, son nouvel écosystème professionnel. Euh, c'est pas que vous n'aimez plus la personne, c'est juste que LinkedIn n'est plus un outil adapté par rapport à ça. Alors, si c'est des gens avec qui vous voulez rester en relation, c'est pas évident. J'ai pas de réponse complètement faite. Il faudrait que vous leur disiez, je vais changer de secteur. Donne-moi ton adresse email, donne-moi ton numéro de téléphone et on continuera à se parler. Mais par rapport à LinkedIn, je suis obligé d'évoluer, faire évoluer mon réseau. Et il vaut mieux éviter d'aller ouvrir un deuxième profil. Surtout si les deux profils sont au nom et au prénom de la même personne. D'abord parce que LinkedIn n'aime pas ça. Deuxièmement, vous n'êtes pas sûr que l'algorithme va comprendre quel profil il faut afficher à quelle personne. Donc c'est un vrai sujet que je traite parfois au cas par cas en fonction de l'audit qui est fait sur le profil. Ensuite, on a une question sur l'impact et l'utilité. Je vais y arriver. L'impact et l'utilité des groupes LinkedIn. Bon, les groupes sont morts sur LinkedIn. C'est une vraie catastrophe. LinkedIn a décidé de changer les règles il y a maintenant 4 ans, je crois. Ils ont rendu les groupes privés, ils ont supprimé toutes les notifications dans les groupes. Donc, tout le monde s'est barré sur Facebook. Et aujourd'hui, les groupes, il se passe rien, quoi. C'est-à-dire que quand je dis il se passe rien, vous avez des gens encore dans des groupes qui vont publier, mais il n'y a pas d'interaction. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de notification comme quoi il y a une conversation qui s'initie ou qui se développe dans un groupe. Donc, vous ne pensez pas aller dans les groupes. Vous pouvez être sur 50 groupes, à moins qu'ils aient changé récemment le nombre de groupes. Vous n'allez pas aller manuellement dans des groupes pour vérifier qu'il se passe quelque chose. Donc, les groupes sont aujourd'hui, ils ont voulu les relancer il y a quelques mois, pardon. Honnêtement, ça ne prend pas, c'est mort. Même si vous pouvez mettre en avant une publication par semaine, donc vous pouvez pousser auprès de tous les abonnés par notif une publication par semaine, et ça reste quand même faible. J'ai pas trouvé j'ai pas craqué le code, comme on dit, des groupes avec les fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui. Alors, il y a un truc qui vient de sortir, mais je ne sais pas s'il est actif chez tout le monde. Vous pouvez décider d'activer les notifications dans un groupe en fonction de votre besoin. Chaque conversation, chaque nouvelle conversation ou tout ce qui s'y passe, etc. Mais ça veut dire que c'est à vous d'aller dans votre groupe pour activer la notification. Donc, ça veut dire qu'il faut aller avertir chaque membre d'un groupe qui peut aller faire activer la fonctionnalité, c'est juste ingérable. Donc aujourd'hui, les groupes, pour moi, ils sont morts. Et après, alors là, c'est purement personnel, c'est que il ne faut pas, c'est pas qu'il ne faut pas, il faut essayer de développer sa visibilité au-delà de LinkedIn et d'essayer de mailler son influence professionnelle sur différents réseaux. Pourquoi, et vous avez encore la slide à l'écran d'ailleurs, à moins que je l'ai coupée, je ne sais plus, non, elle est encore partagée. J'ai 3 newsletters. Pourquoi la newsletter? LinkedIn, en fait, c'est un hub de passage pour moi. C'est un hub où je rencontre des gens, je me connecte avec des gens, mais surtout, j'amène les gens dans d'autres univers que je maîtrise. Aujourd'hui, pour moi, c'est la newsletter. Pourquoi? Parce que, je viens du monde de la newsletter. J'y ai travaillé pendant 5 ans dans une agence au moment où les réseaux sociaux ont commencé à se développer davantage. Et la newsletter, c'est une data factuelle que vous avez pour pouvoir parler en one-to-one à chaque interlocuteur. Donc, j'ai construit un écosystème où plutôt que j'aurais pu faire des groupes dans lesquels je faisais ma veille et je la partageais sur LinkedIn. Mais je ne veux pas dépendre de LinkedIn. Je veux construire un écosystème où je peux m'affranchir et je peux survivre à un réseau social. Donc, j'ai une newsletter pour LinkedIn qui s'appelle Maîtriser LinkedIn où je partage une fois par semaine des conseils sur LinkedIn.
J'ai ma veille avec une première qui s'appelle Le et là, où c'est ma veille brute de décoffrage que j'envoie et qui n'est pas que sur LinkedIn, qui est sur ma vision du monde et un peu l'accès digital et surtout relations humaines, où j'ai pas de décryptage, je partage juste ce que j'ai lu dans la semaine. Et Fier, qui est une autre newsletter, où là j'ai un décryptage, où j'y ajoute ma vision des 4 infos que je décide de partager chaque semaine. Ces écosystèmes-là me permettent d'avoir, je dirais, des relations avec des gens qui sont venus à travers LinkedIn, mais surtout avec qui je peux continuer à converser en dehors de LinkedIn. Je fais aussi des visios qui sont où j'ai des abonnés à un rendez-vous régulier sur Zoom. Donc, l'idée, elle est surtout pas de dépendre d'un réseau. Mais c'est vrai pour LinkedIn comme n'importe quel réseau social. Hein. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout que on n'est pas chez soi sur LinkedIn. On dépend de LinkedIn. Donc, si demain, l'algorithme change, ils décident de changer et de rendre tout payant, ils décident de changer je dirais leur business model, par exemple. On peut pas dépendre d'un réseau. Donc, il est hyper important de pouvoir justement aller au-delà du réseau. Donc, les groupes, le fait qu'ils aient été fermés, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Alors, beaucoup de gens sont partis sur Facebook parce que les groupes et les fonctionnalités sur Facebook, c'est 10 fois plus puissant que sur LinkedIn. Moi, Facebook, ça me pose un problème déontologique, donc j'ai fermé mon compte. Mais demain, peut-être que j'irai utiliser une messagerie directe comme Telegram, comme je sais plus comment s'appelle l'autre. Donc il y a des moyens en fait de se créer des écosystèmes. Vous avez des Slack, je pense que vous connaissez Slack, vous connaissez peut-être Discord, qui était un outil pour les gamers, mais qui s'est ouvert à toutes les thématiques, parce que pendant le confinement, des gens ont été créés des Discords pour réunir des communautés sur des sujets d'intérêt. Vous avez Twitch aussi avec plutôt de la vidéo. Donc, il y a moyen aujourd'hui d'arriver à se créer un écosystème, enfin pas indépendant, qui va dépendre à un moment donné d'une techno, mais qui ne va pas dépendre à vie de la techno. Ok, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez contacter directement Bruno sur LinkedIn d'ailleurs, Sur au LinkedIn, passage. exactement. Donc Bruno, merci beaucoup à toi pour cette présentation. Et Eh bien, merci merci pour à vous, l'invitation. mais de rien. Et merci à vous tous d'avoir écouté. J'ai vu Je vous passer rappelle, plein de notifications comme quoi les gens ont téléchargé la présentation. Donc, du oui, coup, vous avez mon adresse email aussi pour pouvoir me parler. oui, et tout le monde te remercie d'ailleurs au passage, tant que j'y suis. Donc, je vous rappelle que vous retrouverez Merci. le replay de ce webinaire dès la semaine prochaine sur le site de Technique de l'ingénieur. Vous le retrouverez dans l'onglet Magazine d'actualité. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à bientôt. Très bonne fin de journée.